Nous avons en Allemagne la pire nourriture d'Europe. 70% de nos aliments sont nocifs pour la santé, ont été approuvés par des lobbyistes et ne servent pas à ce que nous puissions nous développer sainement. On peut vivre comme ça, c'est acceptable, mais il faut accepter qu'on souffrira plutôt de maladies inflammatoires. Et ces inflammations deviennent ensuite des maladies chroniques dégénératives dont 80% d'entre nous meurent prématurément. Le problème, en fait, c'est que de plus en plus de personnes sombrent prématurément dans la démence, parce que ces inflammations insidieuses s'étendent au cerveau. Nous parlons de la neuroinflammation, c'est-à-dire que sur beaucoup de pierres tombales, il est déjà écrit « mort à 70 ans, enterré à 90 ». Cela veut dire que la question est de savoir combien de temps nous pouvons participer consciemment à cette vie et à quel point nous risquons d'être privés de notre autonomie, devant alors passer les 20 dernières années à accepter que d'autres décident pour nous. Docteur Aubert, vous êtes l'un des rares médecins à réellement faire le lien entre la médecine conventionnelle, la naturopathie, le chamanisme et la science moderne. Je suis ravi de votre présence aujourd'hui. Oui, avec grand plaisir. Commençons tout de suite avec un chiffre qui m'a récemment choqué. 70% des Allemands se plaignent d'épuisement, d'irritabilité, de troubles du sommeil sans cause claire. Que nous arrive-t-il en ce moment ? Oui, ce sont différents facteurs qui déclenchent le stress. Le stress, ce n'est pas seulement essayer d'en faire le plus possible en peu de temps, d'avoir trop de choses à gérer, mais c'est aussi la multitude de distractions. Ce sont des pensées qui vont dans la mauvaise direction. C'est un manque de confiance en la vie, c'est le désir d'aller plus haut, plus loin, plus vite. C'est la comparaison avec les autres qui rend insatisfait. Donc, il y a beaucoup de choses qui stimulent notre système nerveux sympathique et qui font que, dans mon cabinet ici, au bord du Steinhuder-Meer, je constate que le pouls des gens a augmenté d'environ 10% au cours des 4 à 5 dernières années. Autrefois, le pouls normal se situait entre 60 et 65. Aujourd'hui, il est autour de 75. Beaucoup ont même un pouls supérieur à 80. Cela signifie que la vie est extrêmement accélérée, elle perd en qualité. Et c'est une évolution qui pousse de plus en plus de personnes dans des processus inflammatoires chroniques. Vous venez de très bien le formuler. L'un de vos sujets favoris est ce qu'on appelle la neuroinflammation. Comment ce phénomène se produit-il et pourquoi touche-t-il autant de gens de nos jours ? La neuroinflammation nous piège dans un brouillard cérébral. Cela signifie que nous restons coincés dans les mêmes schémas de pensée, en quelque sorte dans l'habitude, dans une certaine zone de confort. Et la créativité, la capacité de penser à de nouvelles idées et de les mettre en œuvre, diminue rapidement parce que nous sommes trop pris dans les réseaux sociaux, la télévision, les peurs alimentées par la politique et les groupes d'intérêt. De ce fait, de plus en plus de personnes perdent leur ancre intérieure, leur stabilité intérieure et ne parviennent plus à orienter correctement leur boussole. Et cela fait plus de 40 ans que je m'intéresse à l'ethnomédecine, aux anciens savoirs de guérison des époques et des cultures, à la médecine du monde, si l'on peut dire ainsi. Et ici, nous constatons que nous avons perdu différentes choses qu'il nous faut redécouvrir. Vous venez de décrire que nous sommes constamment sous pression. Les médias, l'alimentation, le stress, l'environnement, le fait que le pouls de beaucoup de personnes soit à 75 ou plus au lieu de 65. Qu'est-ce que cela fait à notre façon de penser ? Nous avons ce qu'on appelle le nerf parasympathique, le système nerveux parasympathique. Il est composé du nerf vague et son antagoniste est le système sympathique, le nerf du stress, qui nous met en mode combat ou fuite permanent lorsque nos pensées estiment que c'est nécessaire. Et beaucoup de personnes sont prisonnières d'un programme où elles sont insatisfaites de ce qui est, veulent être plus vues, plus aimées, être meilleures, être plus en connexion avec les autres. Elles ne sont donc plus dans la gratitude, ni satisfaites de ce qu'elles ont. Et ainsi, leur système nerveux de stress, leur système sympathique, fonctionne à plein régime. Et cela conduit à une inflammation dans le corps, puis à une inflammation dans le cerveau, ce que nous appelons le brouillard cérébral. Et la question qu'il pose, c'est que se passe-t-il dans le cerveau ? Ce sont ce qu'on appelle des neurones index qui sont bloqués, ce qui limite de plus en plus notre pensée créative
indépendante et authentique. Ce qu'on appelle la pensée de type 1 prend alors le dessus. Cela signifie que nous sommes comme des robots, nous vivons la vie automatiquement en surface, et la pensée de type 2, la pensée réfléchie, créative, celle qui traite aussi l'information, qui peut vraiment percevoir et apprécier l'instant présent, cette pensée est de plus en plus réduite par le blocage des neurones d'indexation. Et c'est pourquoi les gens se sentent de plus en plus à l'aise dans toujours plus de la même chose, même si ce toujours plus de la même chose les rend de plus en plus malades et, au final, les fait de plus en plus souffrir. Elle les fait souffrir parce qu'ils se rendent compte, parce qu'ils sentent, consciemment ou inconsciemment, qu'ils passent à côté de leur talent, de leur potentiel. Ce que vous décrivez là est très intéressant. Je vis à Berlin et je dirais que 80-90% des gens autour de moi se promènent avec ce brouillard mental. Est-ce que ce n'est pas voulu, ce mode de pensée de type 1, où l'on ressasse tout, où l'on traverse le monde comme un mouton endormi, sans jamais remettre en question de façon critique certains récits? Oui, l'habitude colle alors à ces personnes comme de la colle. Cela veut dire qu'ils aspirent à revivre sans cesse la même chose, même si c'est douloureux, même si c'est désagréable, mais c'est tout simplement plus facile. Mais d'un autre côté, de plus en plus de personnes sont à la recherche de la lumière qu'elles ont perçue quelque part, à travers des techniques méditatives, des techniques de respiration, du yoga ou, en médecine holistique, nous avons bien sûr de nombreuses techniques de relaxation qui permettent de retrouver le calme, le silence et ici d'activer le nerf vague. Et le nerf vague, c'est le chef d'orchestre de tous les processus d'auto-guérison. Il est aussi la clé qui ouvre la porte à une perception profonde, à la cohérence cœur-cerveau. Il nous aide à réactiver la pensée de type 2, la réflexion, la pensée et le ressenti centrés sur le cœur. Et c'est ce que je souhaite à tous les gens de notre époque, où nous sommes tellement tentés dans toutes les directions. Et lorsque des patients viennent me voir pour une semaine de cure ici au Steinhuder Meer, des patients en burn-out, il s'agit avant tout de retrouver ce contact intérieur, de poser cette ancre intérieure afin d'accéder à cette souveraineté et à ce que j'aime appeler l'équanimité intérieure, que je décris aussi dans beaucoup de mes livres comme Le but suprême, la gratitude, la confiance, qui nous aident alors à affronter les choses, les défis, avec équanimité, avec sérénité, de manière souveraine, avec un esprit éveillé, clair et une bonne connexion au cœur. J'ai fait ma thèse de doctorat sur le microbiome. Déjà dans les années 80, je collectais des échantillons de sel au Sri Lanka. Depuis, ce sujet ne m'a plus quitté. Les inflammations insidieuses prennent leur source dans notre intestin, plus précisément dans notre microbiome. Nous sommes confrontés à une situation où le stress, une alimentation néfaste, les bactéries, les virus, les toxines, jusqu'aux particules fines, ainsi que la psychosomatique et les pensées négatives, ont tous une influence directe sur notre microbiome. Et lorsque le microbiome n'est pas en bon état, des réactions auto-immunes se produisent alors dans l'intestin. Il en résulte un intestin perméable qui se développe en 5 stades et conduit finalement à des allergies alimentaires, ce qui provoque ensuite des inflammations chroniques. J'ai lu il y a quelques semaines qu'à Bruxelles, il y a un défenseur des consommateurs pour 99 lobbyistes. Et ce sont souvent des représentants de géants comme Nestlé, Pepsi, Coca-Cola, Snickers et ainsi de suite. Cela ressemble à une attaque coordonnée contre notre système nerveux. Comment peut-on se protéger individuellement ? La recherche de nourriture devient un défi de plus en plus grand en Allemagne. Nous avons la pire alimentation d'Europe. 70% de nos aliments sont hostiles à la vie, ont été approuvés par des lobbyistes et ne servent pas à ce que nous puissions nous développer sainement. Ce mode de vie est acceptable, mais il faut accepter qu'on souffre plutôt de maladies inflammatoires. Et ces inflammations deviennent alors des maladies chroniques dégénératives, dont 80% d'entre nous meurent prématurément. Ce n'est pas non plus un gros problème, c'est comme ça. Le vrai problème, c'est que de plus en plus de personnes sombrent prématurément dans la démence, parce que ces inflammations insidieuses s'étendent au cerveau. Nous parlons de la neuroinflammation. Cela signifie que sur de nombreuses pierres tombales, il est déjà écrit
mort à 70 ans, enterré à 90 ans. Cela signifie que la question est de savoir combien de temps nous pouvons participer consciemment à cette vie et à quel moment nous risquons d'être privés de notre autonomie, devant alors passer les 20 dernières années à accepter que d'autres décident pour nous. Et je crois que personne ne veut ça. Et tout ce que nous faisons maintenant en termes d'erreurs alimentaires, d'erreurs de pensée et de comportement, ou que nous pouvons éviter, peut augmenter considérablement le risque que nous tombions prématurément dans ce brouillard cérébral à cause de ces inflammations cérébrales insidieuses. Et que nous ne puissions alors pas profiter de la vie dans toute sa beauté et sa diversité, comme cela devrait pourtant être le droit de chacun d'entre nous. Docteur Robert, vous avez beaucoup voyagé parmi les peuples autochtones et indigènes. Est-ce que ces problèmes existent là-bas, ou bien vivent-ils sur une toute autre fréquence et sourient-ils face aux problèmes occidentaux ? Eh bien, j'ai rendu visite aux Masaï pendant la pandémie, j'y suis resté 4 semaines et j'ai essayé de comprendre pourquoi ils n'avaient pas de Covid. Et il est apparu clairement que ceux qui vivent vraiment proches de la nature, à la campagne, et qui s'alimentent comme ils l'ont fait depuis des générations, c'est-à-dire sainement et à partir de la nature, ont un avantage évident de survie. Et j'ai constaté cela aussi dans le passé, que ce soit chez les Maoris, les aborigènes, les Karunas à Hawaï, dans la vallée de Katmandou, au Cap Horn, à Madagascar. J'ai visité plus de 40 pays et j'y ai observé cela. Et partout, j'ai vu que ceux qui apprécient et maintiennent encore le contact avec la nature et la communauté sociale ont des avantages de survie très clairs. Mais la culture japonaise, avec l'ikigai, possède aussi une méthode qui consiste à se réorienter mentalement encore et encore, en se posant la question « Pourquoi est-ce que je me lève le matin ? Dans quoi suis-je bon ? Et comment puis-je apporter au monde ce en quoi je suis bon, la raison pour laquelle je me lève, de manière à pouvoir en vivre ? Et celui qui ajuste continuellement sa vie selon ses principes mène une vie plus épanouie et satisfaisante que quelqu'un qui commence simplement sa journée en trébuchant, peut-être même en allumant la télévision sur Tagesschau ou NTV. Ça ne mène à rien si l'on a l'ambition de savourer pleinement ce cadeau qu'est la vie dans toute sa profondeur. J'ai une question très personnelle à vous poser, Dr Robert. Êtes-vous religieux ? Absolument. Je crois qu'il existe quelque chose que l'esprit ne peut pas saisir ainsi. Et je suis fermement convaincu que nous pouvons nous confier à cette force supérieure, que nous pouvons avoir bien plus confiance dans notre chemin du destin, dans le chemin de notre âme. Mais il est très important dans le silence, dans la nature, de nous ajuster régulièrement, de nous connecter à ces forces, que ce soit par le yoga, la méditation. Cette forme de spiritualité fait aujourd'hui partie intégrante de la médecine. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Et cela devient problématique lorsque l'on commence à s'en remettre au personnel au sol, à se laisser imposer des carcans par certaines églises ou autres sectes ou quelque chose du genre. Évidemment, ce n'est pas notre souhait. Personnellement, je privilégie une grande liberté avec une instance accessible. J'ai vécu cela partout dans le monde. Tous les peuples savent, parce qu'ils l'ont ressenti, qu'il existe quelque chose de plus grand qui nous guide et nous dirige. Et ils ont tous fait l'expérience qu'il vaut la peine, à travers des rituels, le retrait, le silence, de se connecter à ces forces invisibles. La façon dont nous les appelons est totalement sans importance. Et le nom que nous leur donnons, les carcans que nous nous laissons imposer, c'est encore un tout autre sujet. Le personnel au sol a inventé au fil des siècles beaucoup de choses intéressantes, amusantes et restrictives pour la vie. Mais celui qui reste bien connecté à son cœur, qui a un air vague fort, peut aussi facilement se reconnecter encore et encore à ce dont je parle en ce moment. Alors il peut en faire l'expérience et il sait tout simplement que c'est ainsi. Vous venez de très bien formuler cela. Ce déracinement dans la société, est-ce que cela vous inquiète un peu ? Parce que quand je regarde autour de moi, la plupart des gens n'ont peut-être pas de sens spirituel, n'ont peut-être pas de famille. Les traditions sont diluées et fragmentées, laissant les individus livrés à eux-mêmes dans les grandes villes. Oh, c'est déjà une tendance assez inquiétante, parce qu'on se moque facilement de l'Église et de ses énergies spirituelles, on les relègue volontiers dans un coin ésotérique.
Oui, ce sont les gens qui ont perdu la connexion avec leur cœur, qui ne peuvent plus ressentir, qui rabaissent tout cela. Ce sont aussi des gens qui pensent que les guerres ne peuvent être résolues qu'avec des armes, qu'il n'y a que les antibiotiques contre les bactéries et que les vaccins sont la seule solution contre les virus. Ce sont des personnes qui ne peuvent peut-être même plus penser au mot paix de cette manière parce qu'elles ne peuvent plus le ressentir. Celui qui ne voit en permanence des solutions que dans le fait de lancer des bombes a, quelque part, manqué quelque chose et doit sans cesse se demander dans quelle mesure il est encore vraiment ancré ici sur cette planète en tant qu'être sensible. Diriez-vous, monsieur le docteur Aubert, que nous sommes actuellement gouvernés par des psychopathes absolus, que ce soit un Merz, Netanyahou, Trump, qui sont tous déjà très destructeurs et, à mes yeux, moins dans le cœur? Je ne dirais pas ça. Ils font de leur mieux, ce ne sont pas des gens mauvais. Ce sont juste des personnes très cérébrales qui ont perdu le contact avec leur cœur. Nous avons déjà eu de plus grands leaders, si je pense à Nelson Mandela, Desmond Tutu, nous avons eu Václav Havel, nous avons encore des figures comme le Dalai Lama. Il y a donc des personnes qui sont encore très connectées à leur cœur et c'est à elles que nous devrions prêter un peu plus d'attention. Et il serait bon que nos grands dirigeants, nos grands séducteurs aillent aussi régulièrement en méditation et cherchent également cette connexion, car ils pourraient alors répandre beaucoup de lumière sur le monde s'ils suivaient cette voie. Que peut-on faire en tant que simple personne, monsieur le docteur Aubert, pour réduire les inflammations dans la tête? Y a-t-il une voie claire pour en sortir? Et donnez-nous quelques recommandations d'action très concrètes que l'on peut mettre en œuvre immédiatement pour devenir un peu plus clair d'esprit. Je vois ici des patients qui viennent au lac Steinhuber pour une semaine de cure et je les vois halter à travers la vie. Cela veut dire qu'ils ont désappris à respirer profondément. Ils ont oublié que nous, les humains, devons respirer par le nez pour déclencher de nombreux processus physiologiques. Ils sont rééduqués ou formés par moi à nouveau à la méditation. J'ai aussi écrit des livres sur la méditation pour qu'ils pratiquent vraiment la méditation 2 fois par jour et respirent par le nez. La respiration 4-7 est très importante ici. Ce sont d'abord des bases pour renforcer le nerf vague. Ensuite, nous pouvons surcharger le corps, le mettre sous stress si nous consommons trop de lait, de produits animaux, de sucre. C'est du stress pour le corps, cela active le système sympathique, paralyse le nerf vague et ne sert pas à notre développement. Ensuite, si nous utilisons notre téléphone, les réseaux sociaux ou regardons la télévision 1 heure avant de dormir, nous créons une tension dans le corps qui ne nous permet pas de vraiment dormir profondément. Et si nous n'avons pas au moins 2 phases de sommeil profond, le cerveau n'est pas nettoyé la nuit par le système dit glymphatique, et cela nous cause de vrais désavantages car des toxines s'accumulent dans le cerveau qui, sur des décennies, forment ces cristaux d'amyloïdes responsables de l'Alzheimer et de la démence. Donc l'hygiène du sommeil, pas de téléphone portable avant de dormir, commencer la journée le matin par de la méditation, des exercices de gymnastique, du yoga, de la respiration, ce sont des bases. Et ensuite, adapter l'alimentation à ce qui nous nourrit vraiment et non à ce qui nous rend malades et faibles. Une excellente conclusion, docteur Aubert. Une dernière question de la communauté pour terminer. Si vous ne pouviez plus rien dire à partir de demain, quel serait le seul message que vous laisseriez aux gens? Va davantage dans le silence, dans la nature, apprends à te connaître toi-même là-bas et ressens au fond de toi ce dont tu as vraiment besoin, puis défends-le. Batte-toi pour ce qui est important pour toi et écoute ton cœur, écoute ton intuition et sépare clairement cela des schémas qui sont encore en toi à cause de ton éducation ou de la société, car ils nous égarent souvent. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un esprit éveillé et clair, d'une bonne intuition, d'une bonne cohérence cœur-cerveau, afin de pouvoir prendre des décisions éveillées, libres et claires. Docteur Aubert, merci pour ces formidables inspirations. Rendez-vous le 6 août à 19h pour le speed coaching. Merci beaucoup. Et tous mes vœux. Avec grand plaisir.